Bonjour à tous, on ouvre ce journal avec la condamnation de Joël Le Squarnec, accusé de viol et d'agression sexuelle sur 4 mineurs à l'époque des faits. L'ex-chirurgien a été condamné à 15 ans par la cour d'assises de Charente-Maritime, mais un nouveau procès attend Joël Le Squarnec. Il concernera cette fois 312 victimes potentielles. Muriel Rousselin. Après 4 heures de délibération, à la sortie du procès, c'est le soulagement pour les familles des parties civiles. Joël Le Squarnec est reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle sur 4 mineurs, dont 2 de ses nièces. C'est une belle satisfaction pour les victimes qu'on représente, je crois qu'on peut le dire haut et fort. On est vraiment très très satisfait ce soir. Il y a un véritable soulagement, il y a un changement de visage de leur part, ce qui me permet de dire que la décision est une décision, même si ça peut paraître peu eu égard à tout ce qu'il a fait, c'est une décision qui est juste quand même. 15 ans de réclusion criminelle pour l'ex-chirurgien, jugé depuis lundi à huis clos devant la cour d'assises de Charente-Maritime. Une peine assortie d'une obligation de suivi socio-judiciaire de 3 ans et d'une injonction de soins. C'est une sorte de soulagement que ressent M. Le Squarnec à l'issue de ces 4 jours d'audience qui ont été éprouvants pour les victimes, frustrants même par moments, puisque les victimes n'ont pas forcément entendu tout ce qu'elles souhaitaient entendre. Joël Le Squarnec a 10 jours pour faire appel. L'homme est aussi mis en examen à Lorient pour viol et agression sexuelle sur plus de 300 victimes potentielles. Un vaccin gratuit pour tous et bientôt 200 millions de doses disponibles. Le Premier ministre a pris la parole hier soir pour détailler la stratégie vaccinale du gouvernement. Elle sera coordonnée par l'infectiologue Alain Fischer et se déroulera en 3 phases. En janvier pour les seniors en EHPAD, en février pour les personnes fragiles en raison de l'âge ou de leur pathologie, puis au printemps pour l'ensemble de la population. Et les médecins généralistes seront au cœur de cette stratégie vaccinale. Selon le gouvernement, ils sont les mieux placés pour identifier les personnes prioritaires, mais aussi convaincre les patients réticents à l'idée de se faire vacciner. Les praticiens se préparent. Reportage à Dijon, Guillemette Allard, Anne Berger et Romain Libose. Cette mère de famille l'a déjà prévu. Pour se faire vacciner contre la Covid-19, elle se rendra chez son médecin généraliste. C'est aussi très important qu'on fasse vraiment cet effort tous, si possible, pour protéger vraiment tout le monde. Mais comment se déroulera la vaccination? Quel rôle pour les généralistes? Beaucoup de points restent à éclaircir. Cette médecin souhaiterait une répartition des tâches entre les différents acteurs médicaux. On peut imaginer une validation par médecin généraliste de chaque patient vulnérable et pour lesquels la vaccination est recommandée. Et puis peut-être après une organisation avec les autres acteurs, les infirmières par exemple, puisque une contrainte technique du nouveau vaccin, c'est d'avoir un congélateur et d'utiliser très rapidement les flacons. Donc chaque médecin ne pourra pas le faire dans son propre cabinet, mais on peut s'organiser avec les acteurs du territoire. Si la première vague de vaccination en janvier ne s'adressera qu'aux EHPAD, dès février-mars, la deuxième phase devrait concerner 14 millions de personnes. Et hier soir, le Premier ministre est revenu sur les détails du desserrement du confinement. Pas plus de 6 à table, c'est la recommandation du gouvernement pour vos repas de fête. Une jauge semblable à celle de nos voisins européens. Justine Fraissinet. Ce Noël 2020 sera loin d'être habituel. Le gouvernement joue la prudence et recommande un plan de table très réduit. Il nous paraît raisonnable de vous recommander une jauge de 6 adultes, sans compter les enfants. Nous avons saisi le Haut Conseil de santé publique pour préciser les préconisations complémentaires de prudence qu'il sera hautement souhaitable de respecter. Le Premier ministre insiste aussi, il faudra respecter les gestes barrières et veiller à protéger les plus fragiles. Malgré une levée exceptionnelle du couvre-feu ce soir-là, l'objectif est d'éviter absolument de relancer la circulation du virus. Une stratégie similaire à celle mise en place par nos voisins européens. L'Espagne fixe aussi une limite de 6 personnes, 10 en Suisse et en Allemagne. Au Royaume-Uni, 3 foyers différents pourront se rassembler contre un seul en Belgique et en Italie. La crise liée au Covid qui prive le Téléthon de la plupart de ses manifestations de terrain cette année. Mais la solidarité avec les personnes atteintes de maladies génétiques se poursuit. Et pour vos promesses de dons, le numéro reste inchangé, le 3637. Coup d'envoi de la 34e édition ce soir sur France 2 puis France 3. Elle durera comme chaque année 36 heures. Et on reparle de ce Téléthon ce matin dans les 4V. Guillaume Darret reçoit Frédéric Reva, le directeur du Généthon. Rendez-vous après le journal de 7h30.
Aux États-Unis maintenant, on a enregistré plus de 211 000 nouveaux cas de contamination au coronavirus et 2 858 décès supplémentaires, des records sur une seule journée. Le bilan de l'épidémie dépasse désormais les 14 millions d'infections et les 275 000 décès. Et c'est une véritable course au vaccin à laquelle on assiste dans le monde entier. Quelques heures seulement après l'annonce britannique, en Russie, Vladimir Poutine a demandé que les vaccinations à grande échelle et gratuites commencent dès la fin de la semaine prochaine. À Moscou, on retrouve en direct Luc Lacroix. Luc, c'est d'autant plus important que la Russie est le 4e pays le plus touché du monde. Oui, et là, à Moscou, cette vaccination elle va même commencer dès demain, avant le reste du pays, en fin de semaine prochaine. Vous l'avez dit, cette vaccination elle sera gratuite et sur la base du volontariat. Comment ça va se passer dans le détail? Eh bien, à Moscou, 70 dispensaires de quartier vont accueillir des soignants, des enseignants et des employés municipaux. Ce sont eux les personnes prioritaires ici en Russie. Pas de vaccination pour l'instant pour les plus de 60 ans. Côté approvisionnement, Vladimir Poutine le promet, 2 millions de doses du vaccin Sputnik ont déjà été fabriquées ou sont en passe de l'être. Et ce qu'il y a de particulier en Russie, c'est que cette vaccination à grande échelle, elle commence alors même que les essais cliniques ne sont pas terminés. Enfin, dernier point, c'est le début de la vaccination à grande échelle, mais pas le début de la vaccination tout court, puisque certaines personnes exposées depuis septembre ont déjà pu se faire vacciner. Mais là, on passe clairement à la vitesse supérieure. Merci Luc Lacroix en direct de Moscou. Retour en France et notez qu'Emmanuel Macron s'exprimera à nouveau aujourd'hui. Une interview accordée aux médias en ligne Brut. Une interview du chef de l'État que vous pourrez suivre à 16h sur France Info, canal 27. En s'exprimant chez Brut, Emmanuel Macron veut s'adresser à une jeunesse frappée par la crise économique et sanitaire. Les conséquences psychologiques sont importantes, en particulier chez les étudiants. À Clermont-Ferrand, voyez le reportage de Luc Brisson et de nos équipes en région. Son ordinateur ne fonctionne plus et le réseau téléphonique passe mal. Enfermée dans son petit studio, Maëlys vit mal ce deuxième confinement, très loin de la vie d'étudiante qu'elle s'était imaginée. On nous vend la fac depuis qu'on est au collège, limite, au lycée, c'est bientôt, vous serez grand, vous serez adulte, vous serez libre, vous serez dehors. Et en fait, aujourd'hui, on est enfermés dans des petits logements. On nous a vendu du rêve et là, non, on nous vend un début de dépression, c'est tout, quoi. L'isolement, le point de départ de beaucoup de détresse psychologique. Face à cela, les services du Crous ont mis en place des référents, des étudiants ayant pour mission de veiller au lien social. Bonjour, ça va? Vu qu'ils sont jeunes comme moi, vu que c'est des étudiants comme moi, j'essaie de leur poser déjà des questions par rapport à leur cours en ligne, si ça se passe bien. Un rôle primordial quand on sait qu'un étudiant sur 3 a présenté des signes de détresse psychologique lors du premier confinement. Et cette situation ne s'est pas améliorée. On a des étudiants qui effectivement témoignent d'un effondrement subjectif, d'un décrochage total, d'idées suicidaires. Médecins, élèves ou encadrants, aujourd'hui, tous demandent plus de moyens pour l'accompagnement psychologique des étudiants. Les obsèques de Valéry Giscard d'Estaing se dérouleront samedi dans l'intimité familiale, chez lui à Othon, dans le Loir-et-Cher. Suite au décès de l'ancien chef de l'État, une journée de deuil national est décrétée mercredi prochain. Et après le décès de l'ancien président, les Français se souviennent, c'est particulièrement vrai. En Outre-mer, VGE restera le premier chef d'État à s'être rendu à Wallis et Futuna, dans le Pacifique. Il a également voyagé dans les Antilles et à La Réunion. Luc Brisson. En ce jour d'octobre 1976, le Concorde se pose à La Réunion. À son bord, Valéry Giscard d'Estaing. C'est la deuxième fois qu'un président de la République visite l'île. Selon la presse locale, 70 000 personnes sont présentes pour l'accueillir à l'aéroport. Son séjour est notamment marqué par son discours à la jeunesse, dont il abaissera la majorité à 18 ans. Les jeunes Français ont le droit de choisir et de juger eux-mêmes leur avenir. Un an plus tôt, c'est également sous son mandat que l'île de la Réunion a définitivement abandonné le franc CFA. Lors de sa campagne électorale, Valéry Giscard d'Estaing avait promis de se rendre aux Antilles durant la première année de son mandat. Promesse tenue avec ce voyage officiel en Guadeloupe et Martinique en décembre 1974. Sur place, il reçoit un accueil enthousiaste, mais son séjour est troublé par des manifestations sur fond de crise économique. Son septennat est aussi marqué par l'indépendance des 3 îles des Comores proclamée en 1975, Mayotte ayant choisi de rester française à l'issue d'un référendum. En 1979, Valéry Giscard d'Estaing entame un voyage inédit dans le Pacifique, Nouvelle-Calédonie, Tahiti et Wallis et Futuna. Il est le premier chef d'État français à visiter Wallis.
un accueil triomphal et un surnom, le prince qui a fendu les océans. Ce sera son dernier voyage en Outre-mer. Voilà pour l'actualité. Restez avec nous car dans Télématin, on reparlera notamment de Valéry Giscard d'Estaing, mais pas seulement, Laurent. Oui, Valéry Giscard d'Estaing et du couple franco-allemand, de cette amitié franco-allemande dont il a été en partie l'artisan. On y reviendra avec Frédéric Gersal. Oui, exactement. Mais oui, il y en a qui aiment les Schmitt. Allez, la météo.